En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur, comédien et metteur en scène Ismaël Saïdi. Il vient nous parler de sa nouvelle pièce, Jérusalem, et surtout de son nouveau livre, Ma lasagne d'identité, aux éditions Lumière. Et c'est dans lequel il explore ce que signifie être français d'origines diverses dans la société contemporaine. Comment être marocain, français et belge à la fois? Peut-on être musulman, laïque et de culture chrétienne en même temps? À l'heure des identités meurtrières, comment échapper au communautarisme? Tout de suite, les réponses d'Ismaël Saïdi en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Ismaël Saïdi, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes auteur, comédien, metteur en scène. On se souvient de votre pièce Djihad, qui a été un véritable phénomène de société. Vous allez jouer à Avignon. Vous me rappelez les dates, c'est entre juin et juillet. C'est du 29 juin au 21 juillet, du pendant 29 tout le festival. juin, une pièce qui s'intitule Jérusalem. On en parlera. Décidément, vous aimez mettre les pieds dans le plat, Ismaël Saïdi. Vous venez aussi nous parler de votre nouveau livre, Ma lasagne d'identité, qui sort cette semaine. C'est aux éditions Lumière, et c'est un livre dans lequel vous vous racontez, puisque Ismaël Saïdi, non seulement vous êtes belge et marocain, mais vous avez décidé récemment de prendre la nationalité française. Donc vous racontez un peu votre voyage identitaire, comment vous êtes devenu français. Mais d'ailleurs, première question, pourquoi avoir voulu devenir français? Ça vous suffisait pas, belge et marocain? Alors c'est pas du tout pour rajouter l'identité. En fait, c'est fascinant parce que j'ai fait tout le parcours classique qu'on fait quand on demande la nationalité française. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, qui l'ont fait, c'est quand même un long parcours, il y a un dossier à préparer, etc. Et puis il y a cette fameuse rencontre avec quelqu'un à la préfecture qui vous pose plein de questions. D'abord les plus loufoques, du genre combien de rivières traversent la France, etc. Mais moi, quand je suis arrivé avec mon dossier, qu'elle a vu que j'étais belge, elle a pas trop compris en fait. Donc elle m'a dit mais pourquoi vous voulez devenir français? Enfin en général c'est dans l'autre sens. Les Français qui ont beaucoup d'argent veulent devenir belges. Donc ça prouve que j'ai pas beaucoup d'argent. Mais et en fait je lui ai répondu ce que je vais vous répondre. Moi je suis né à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles, et déjà enfant, mon seul rapport au monde extérieur, mon seul rapport à tout, la littérature, la télé, c'était la France. Faut savoir que à Bruxelles à l'époque on avait une chaîne de télé publique qui était la RTBF, qu'on regardait pas parce que c'était beaucoup trop intello pour nous, et ce qu'on regardait en face c'était les seules chaînes qu'on captait, à savoir TF1, La Une, Antenne 2 et FR3 à l'époque. Donc mon premier rapport au monde a été la France, puis mon premier rapport au monde littéraire a été la France, puis mon premier rapport aux arts a été la France, puis quand j'ai commencé à écrire, à mettre en scène, etc., mes premiers succès sont arrivés de France, puis je me suis installé en France depuis 7 ans maintenant, et à un moment donné je me suis dit ce pays fait tellement partie de moi et de ma vie que j'ai envie moi de faire partie de lui. Et vous parlez des identités. Ce qui est assez intéressant, ce que j'ai dit à cette dame, c'est que belge, je suis né en Belgique, j'ai pas trop choisi. Le Maroc, c'est la nationalité de mes parents, j'ai pas trop choisi. Par contre, la France, je l'ai choisi. C'était une volonté, c'était un choix, c'était je veux faire partie du package. Donc voilà pourquoi je suis devenu français. Ouais. Ma lasagne d'identité, vous avez choisi ce titre parce que vous vous décrivez comme une lasagne composée de plusieurs couches. Vous dites: je suis belge, d'origine marocaine, de confession musulmane, de culture judéo-chrétienne et laïque. On peut être tout ça à la fois, Ismaël Saïdi? Cette image de lasagne m'est venue un jour. C'était un débat que je faisais. Donc après mes pièces, il y a toujours un débat avec le public. Et comme je fais quand même pas mal de scolaires, il y a toujours un débat avec les jeunes. Et j'ai souvent parlé avec des jeunes qui avaient, surtout quand ils sont d'origine étrangère, qui avaient du mal à accepter le fait d'être français. Et ils avaient cette impression que s'ils disent je suis français, j'aime la France, ils trahissent leur autre facette d'identité, comme un vrai problème d'allégeance. Et en parlant, j'ai sorti cette histoire de lasagne. En disant, tu sais, la lasagne, tu peux additionner plein de couches. Déjà, on mélange plein d'ingrédients qu'on n'aurait jamais dû mélanger, de la tomate, de la viande, du lait, de la farine. Et finalement, ça marche. Et c'est bon parce que tu as tout additionné. Et je me suis rendu compte que cette image leur parlait énormément. Et en me présentant à chaque fois,
comme ils me demandent très vite, est-ce que tu es musulman, est-ce que tu l'es pas, je leur dis, moi, musulman, si je dis que je suis juste musulman, c'est une insulte à toutes les autres facettes. Donc laissez-moi vous expliquer tout ce que je suis. Et effectivement, je décline toutes ces couches-là, parce que c'est ce qui m'a créé. Je suis belge parce que je suis né et que j'ai grandi en Belgique, d'origine marocaine, c'est le pays de mes parents, de culture judéo-chrétienne, j'ai fait 8 ans d'école catholique au catéchisme et église le vendredi, donc du coup, ça fait partie de moi, je peux pas rejeter ça. Laïque parce que je pense que je ne peux être tout ça que parce qu'on est dans un pays laïque, sinon j'aurais dû choisir. Et leur parler avec cette image-là, j'ai chaque fois vu leurs yeux briller. Ça marche. Pour une fois, il y a un truc qui marchait. Pour une fois, on leur disait, tu dois pas choisir. C'est une addition de tout ça. Et il n'y a pas de honte à ce que tu brandisses le drapeau français. Ça ne va pas faire disparaître le drapeau de tes parents. Pas du tout, en fait. Il vient en plus. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas lui donner le titre du bouquin comme ça, en fait. C'est un livre aussi qui vous est venu d'une conversation, pas après un spectacle, durant une de vos interventions dans un lycée, je crois, où une élève vous interpelle, justement, quand vous expliquez que vous êtes faite de couches multiples, et elle vous dit, vous êtes musulman, et vous dites ça, non, franchement, on n'est pas de la même religion, vous et moi. C'est cette petite phrase qui vous a mis en colère et qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Pourquoi ça vous a mis en colère? Au début, j'ai pas compris, parce que moi, j'ai déjà eu des discussions beaucoup plus véhémentes avec des détenus, avec des prisonniers. Oui, parce que vous intervenez aussi en prison. Oui, c'est l'occasion de le rappeler. J'interviens aussi là, avec mes spectacles. Mais donc, du coup, j'ai déjà eu des vraies discussions véhémentes, limite violente. Mais là, c'était une élève, une lycéenne. Elle me balance ça après. J'avais joué un spectacle, donc après il y avait un débat avec. Et elle me lance ça, et je sais pas pourquoi ça réveille des trucs en moi. En fait, je suis en colère. Sa colère est contagieuse. Je suis en colère. Elle est en colère. On se parle, on se répond. Les autres élèves interviennent. Certains l'engueulent. Certains sont d'accord avec elle. Elle vous interdit d'être musulman en quelque sorte. Ouais, en fait, ça traduit une pression communautaire. Exactement. Qu'on connaît bien. Elle refuse. Non seulement elle refuse que je sois musulman parce qu'elle considère qu'il y a une manière de l'être, mais en plus elle veut me mettre dans une case. Et je pense que c'est ça qui m'a bouleversé. Donc du coup, on a beaucoup parlé. Puis après le débat, elle est venue me voir, elle s'est excusée, on a parlé, etc. Et l'histoire était, pour moi, le chapitre était clos. Mais c'est en rentrant chez moi, je me dis, mais c'est pas normal, mon garçon. Tu peux pas être en colère comme ça face à ce genre de réaction-là. Tu l'as jamais fait. Pourquoi? Et en grattant, c'est ce que j'ai dans le bouquin. Je me rends compte qu'elle a réveillé l'ado que j'étais. J'étais elle, en fait. J'étais vraiment elle quand j'avais 15 ans. Vous avez été comme ça, enfermé dans une identité. C'est difficile de choisir quand on a plusieurs identités, ou difficile de les accepter toutes. Il y a une forme de tiraillement. Je pense que oui, et je pense que toute personne qui vient d'ailleurs, quelle que soit l'origine, ou même qui vient d'une région autre que celle dans laquelle il vit, a ce déracinement. Et il y a toujours cette problématique de l'allégeance et de la loyauté. D'abord, il y a la loyauté humaine de vous vis-à-vis de vos parents, quelle que soit votre origine. À un moment donné, il y a une rupture qui se fait. Et c'est bien sûr que c'est compliqué. Et je pense que si j'arrive à avoir autant de succès avec les ados, parce que je fais partie de ces auteurs qui arrivent à leur parler, ça m'étonne toujours. Moi, j'ai 47 ans, bientôt 48, et j'arrive à les faire rire, à les parler alors qu'ils ont l'âge d'être mes gosses. C'est que je pense que l'adolescent qui est en moi, il est toujours là. Et donc, j'arrive à comprendre ce qu'ils disent et j'arrive à leur parler. Et oui, c'était dur. Maintenant, avec du recul, oui, c'est dur parce que vous venez au monde dans un pays qui est pas censé être le vôtre. Et là où les gens se trompent, c'est que c'est pas nécessairement le pays qui vous rejette. C'est que chez vous, on vous dit que c'est pas chez vous. Et donc en fait, vous expliquez que votre père vous reprochait ou reprochait même à l'école de vous transformer, de faire que vous n'étiez pas assez marocain. Oui, alors pas à l'école. Le débat qu'on avait, enfin le débat qu'on entendait, c'était pas à l'école qu'on le reprochait, c'était l'Europe est en train de transformer nos enfants, etc. Puis on allait en vacances au Maroc, on n'était pas assez bien par rapport aux autres parce qu'on parlait un arabe baragouiné comme une chèvre espagnole. Et donc du coup, on n'était rien en fait. Et là où on a souvent voulu pointer du doigt des problèmes sociétaux, à savoir c'est la société qui les a rejetés, il y a un peu de vrai là-dedans, mais il y a l'autre côté, l'autre versant qui est en fait on leur a pas permis d'être autre chose, parce qu'à l'intérieur de leur famille, de leur foyer, de leur maison, de mon foyer, de ma maison, il y avait ce problème d'allégeance. Et donc du coup vous grandissez en ne sachant pas trop ce qui va se passer. Vos parents pensent qu'ils vont retourner un jour chez eux, ils retournent jamais. Vous savez pas ce que ça veut dire chez eux. Et je parle beaucoup dans mon livre du pacte social. Moi c'est quelque chose qui m'avait bouleversé à la fac. Cette notion de pacte imaginaire, de pacte social que nous signons avec notre nation en aliénant certains droits et en recevant d'autres. Ben en fait vous le signez pas vous, vu que c'est pas chez vous. Et ça crée de la colère.
Et dans le livre, j'explique aussi que parfois cette colère, souvent même cette colère, ce vide identitaire, est comblé par d'autres choses. On parlait par l'islamisme, on va en parler, par le communautarisme. Ça commence aussi par ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez, il peut y avoir et vous y revenez dans le livre, du racisme, etc. Mais c'est pas forcément la majorité de la société française, même pas du tout. On en reparlera. Mais par contre, il y a une forte pression communautaire. Alors de la famille déjà, avec des parents peut-être même déracinés, la pression de la cité, du quartier. Oui, tout ça, il faut tout additionner. Vous savez, dans le livre, j'en parle, j'explique qu'on a ramené des gens pour bosser, il y a très longtemps. Très bien, ils viennent bosser. Et le deal qu'il y avait entre ces gens et les pays qui les ont accueillis, c'est vous partez. Tout le monde était d'accord. Bon, ils partent pas, ils font des gosses. Et par facilité, tout le monde s'installe dans les endroits près des gares, ou là où un cousin est venu. Enfin, c'est vieux comme le monde. Les Italiens l'ont fait, les Grecs l'ont fait. Le regroupement communautaire se fait naturellement. On dit souvent la France parque les gens. En fait, les gens se regroupent par affinité, tout simplement. Mais enfin, vous n'allez pas me dire que les Bretons, c'est une immigration étrangère. Ils sont tous installés autour de la gare Montparnasse. Il y avait une raison, en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a des facilités. Il y a le fait que vous connaissez un tel qui habite tel quartier et vous vous sentez moins en danger, plus en sécurité à vous regrouper. Et c'est humain, les gens se regroupent. C'est comme ça, en fait, dans le monde entier. Et ils se regroupent. Et puis, en fait, comme rien n'est fait pour que cette immigration s'installe durablement parce que personne ne pensait qu'ils allaient rester, finalement, ils créent des communautés. La nature a horreur du vide. Et vous naissez dans cette communauté-là qui a ses propres règles, qui a ses propres lois, finalement. Et comment faire pour en sortir ? C'est hyper compliqué. Je dis toujours que le ghetto, il est rarement physique, il est moral. Sortir d'un ghetto, c'est facile. Vous prenez les RER, vous prenez le métro, vous en sortez. Sortir mentalement d'un ghetto, c'est plus compliqué. Quand vous réussissez, vous vous sentez coupable par rapport aux autres, etc., etc. Et ça, on n'en parle pas assez, parce que je pense que c'est une des clés du problème, c'est de comprendre la pression que les communautés, quelles qu'elles soient, exercent sur les leurs, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient ou autres. Elles exercent une pression, j'en ai beaucoup parlé dans le djihad, qui fait que c'est dur d'en sortir. Merci Ismaël Saïdi, on se retrouve après une courte pause en toute vérité sur Sud Radio. On continue à parler de cette pression communautaire, de la difficulté d'être français parfois quand on a des origines diverses, mais aussi de la richesse que ça peut être. À tout de suite en toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Ismaël Saïdi, auteur, comédien, metteur en scène. Vous êtes l'auteur d'une nouvelle pièce, Après Djihad, Jérusalem. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui paraît cette semaine, Ma lasagne d'identité. C'est aux éditions Lumière. Vous expliquez comment vous êtes devenu peu à peu un nouveau Français, comment ça n'a pas été facile. Vous nous parliez à la pause de tiraillement identitaire, de pression communautaire. Est-ce que cet enfermement identitaire, alors des sociétés multiculturalistes, c'est vraiment le poison de la société française? Vous nous avez parlé de vous, de la société française ou de la société belge, mais de manière plus large, est-ce que ça explique ce qu'on appelle la crise de l'intégration? Oui, parce qu'en fait, l'intégration, moi j'ai toujours, c'est pas un bon mot parce que c'est mes parents qu'on aurait dû, je vais mettre des guillemets, intégrer parce qu'ils viennent d'ailleurs. Mais leurs gosses, vous les intégrez nulle part. Ils sont nés, ils ont grandi ici. Et comme personne n'avait les clés, personne n'a géré ce problème. Et je me retrouve aujourd'hui, moi, du haut de mes 47 ans, à parler avec des adolescents, des adolescentes qui ont le même problème que moi j'ai eu quand j'avais 15-16 ans. C'est pas normal. Ils sont déjà la 3e ou la 4e génération. Ils sont souvent nés de parents français qui eux-mêmes sont nés de parents nés ici. Et on se retrouve avec les mêmes problématiques. Donc c'est clair, rien n'a été réglé. Rien n'a été réglé parce que, et j'en parle beaucoup dans le livre aussi, ce qu'on peut reprocher aux différentes sociétés européennes, c'est que ces enfants issus de n'importe quelle immigration ne deviennent un sujet que quand les élections s'approchent, ou ne sont un sujet que quand il y a des émeutes. En dehors de ces moments-là, c'est pas un sujet. On essaie de ne plus en parler. Vous savez, il y a eu des émeutes il y a l'année passée en France. On en a beaucoup parlé pendant les émeutes. On a essayé de trouver une solution. On a essayé de gérer le truc de la manière la plus radicale possible. Est-ce qu'on en parle encore maintenant? Est-ce qu'on a fait quelque chose depuis? Est-ce qu'on a essayé de trouver des solutions? À part le sécuritaire. Et il le faut, le sécuritaire. Très bien. Mais depuis, on a fait quoi?
Oui, mais alors, il y a eu beaucoup de plans banlieue en même temps, Ismaël Saïdi. On ne peut pas dire que rien n'a été fait par la société française. Alors, je les connais, hein, je les ai vécus. Les tables de ping-pong, les murs de graphes. Tiens, si on leur faisait une fête du rap. J'ai connu ça, en fait. Tous les ans, on nous faisait ça. Pour vous, c'est pas un problème d'urbanisme, mais enfin, etc. C'est une blague. C'est un problème culturel. Mais bien sûr, tous les ans, on nous faisait ça. Ah, ils ont pété des magasins, très bien, on va leur créer une MJC. Super, on va demander à leurs grands frères. D'ailleurs, comment vous expliquez quand même qu'ils pètent ou qu'ils cassent, qu'ils détruisent leurs propres biens, parce que ce sont des choses qui sont pour eux, quoi, des écoles, etc. On peut pas dire que la société française ne fait rien, justement. Mais c'est pas leur bien. C'est pas chez eux. Ils ont pas signé le pacte social. C'est pas leur bien. C'est pas chez eux. Et c'est pas une question de société française, là. C'est pas chez eux dans leur tête. Je parle de leur tête, attention, ouais, on se met d'accord. Je sais bien, j'ai lu votre livre, mais c'est pour préciser, pour ceux qui nous écoutent. C'est pas chez eux. Quand c'est pas chez moi, mais moi je pète tout. Pourquoi ? C'est pas chez moi, même si c'est mon école. Ce pacte social n'est pas signé. Ouais, enfin, vous pouvez être invité quelque part, Ismaël Saïdi, sans tout péter. C'est même pire que ça. Ça veut dire qu'ils considèrent que non seulement c'est pas chez eux, mais que ils sont hostiles à l'endroit où ils sont nés. Oui, parce que et encore une fois, parce que j'insiste et je sais qu'on va me reprocher de dire mais enfin il y a eu 1 milliard de plans banlieue, rien n'a été fait. Vous savez, quand vous avez une maison qui est en ruine, qui est en train de tomber, et que vous me dites chaque année on a repassé de la peinture, moi je vais vous dire, vous avez rien fait. Vous avez peint. Vous avez mis de la poussière sous le tapis. Quel plan banlieue ? Ça fait Vous savez, moi je vais voir des gosses qui sont dans des villages. Il n'y a pas de plan banlieue dans les villages, et qui ont les mêmes problématiques. En fait, le problème de fond n'a pas été travaillé. Et alors c'est de la surface. Et on le voit avec les émeutes. Moi je parle de ces émeutes parce que c'est flagrant. C'est plus proche de nous. Si je parle le truc que j'ai vécu dans les années 90, il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui savent pas de quoi je parle. Mais là c'est proche de nous. Très bien. Ils ont tout pété, ils ont tout brûlé. On l'a vu. Pour des raisons fallacieuses. Ah ok, il y a eu la mort tragique de ce jeune homme. L'enquête est encore en cours, donc je vais pas en parler. Mais la raison est fallacieuse. On brûle pas tout un pays pour ça. Oui. Donc les violences policières, tout ça, vous y croyez pas tellement. Non, attention. Je crois qu'un policier peut être violent. J'ai été policier, moi. Alors, j'ai pas été violent. J'ai été policier 16 ans. Donc, je pense que je suis assez bien placé pour parler de la police. Bien sûr qu'un policier peut être violent comme n'importe quel être humain dans une société peut être violent. Mais les violences policières, c'est autre chose. Mais pourquoi je vais aller brûler un magasin, en fait? Quel rapport? Je veux dire, juste qu'on comprenne. Où est le rapport, en fait? Où est le rapport entre la bibliothèque de mon quartier? Non, mais ma question était, effectivement, il peut l'être, les bavures, ça a toujours existé. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a, pour la poser clairement, qu'il y a une violence particulière des policiers à l'écart des jeunes de banlieue aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose de systémique ou pas? C'est génial, parce qu'en fait, le systémique, on peut le faire dans un seul sens. C'est-à-dire que, on va dire, oui, il y a une violence systémique chez les policiers, mais alors du coup, il n'y a pas de violence systémique chez les jeunes. Ça marche pas. On ne peut pas essentialiser. Est-ce qu'il y a de la violence chez les flics? Oui, il y en a toujours eu. C'est un métier que j'ai fait très longtemps. C'est un métier qui est très dur. C'est un métier qui est compliqué. C'est un métier où vous êtes utilisé politiquement. C'est-à-dire que quand un homme ou une femme politique veut montrer ses gros bras, elle envoie les flics taper sur des gens. C'est un métier qui vous prend aux tripes au point que vous le ramenez chez vous à la maison. On avait des taux de suicide énormes à l'époque, et je pense encore aujourd'hui chez les policiers. Donc c'est un métier qui est très 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 compliqué. Est-ce que parfois, parce que vous pétez un câble en tant que policier, parce que toute la journée vous la passez à aller arrêter des gens, il y en a un ou une qui finit par être violente? Bien sûr que ça existe. Est-ce qu'on va renvoyer ça sur tout un corps de métier? Mais enfin non. Je veux dire, on ne peut pas refuser l'essentialisation pour certains et pas pour d'autres. Donc, pour revenir à cette histoire d'émeute, le problème de fond n'a pas été réglé. On a un problème d'éducation, c'est pas à l'État de le faire. On a un problème d'éducation, on a un problème d'enseignement, on a un problème de collège et de lycée où il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont mis là-dedans. On les met ailleurs, encore une fois, on les met en surface. Encore une fois, je prends toujours cette blague de la table de ping-pong, mais on leur offre les tables de ping-pong. Et entre-temps, il y a des lycées, des collèges qui sont en ruine, quasi. Oui, mais est-ce que c'est un problème de moyens ou de transmission aussi? D'idéologie. C'est ce qu'on est à prendre, d'idéologie. C'est un problème d'idéologie. Alors, je ne pointe personne du doigt parce que et gauche et droite ont tout foiré. Donc ça, c'est pas... et extrême gauche et extrême droite, qu'on se mette d'accord. Mais c'est l'idéologie. En fait, c'est l'idéologie. Certains vont considérer qu'ils sont tout le temps victimes. Donc du coup, il faut leur offrir tout le temps les tables de ping-pong. D'autres vont considérer que ce ne sont que de la racaille, donc il faut rien faire. Et en fait, la réalité, comme d'habitude, elle est au milieu quelque part. Et là, je le répète, si on fait rien, on aura des émeutes cycliques. 2-3 ans. Et quand je dis faire quelque chose, c'est un travail de fond.
Il y a une question dont vous parlez pas dans votre livre, mais je vous avais reçu déjà sur Sud Radio, vous l'avez dit aussi très clairement. Il y a la question de l'immigration qui continue, et d'ailleurs selon les mêmes modalités. Il y a pas plus de pacte qui est signé. Les gens arrivent, s'installent, parfois en situation irrégulière, et ça ajoute à des problèmes qui sont déjà pas réglés depuis plusieurs générations. Vous l'avez dit vous-même. Est-ce que c'est bien raisonnable dans ce contexte-là de continuer à faire venir les gens? Le problème, c'est que ce genre de sujet-là, que je connais non pas parce que je suis un spécialiste, mais parce que je suis un des cobayes de ce sujet-là, c'est qu'en fait, dès que vous en parlez, on vous menotte avec des menottes écrites extrême droite. Voilà. Si vous parlez de ce sujet-là, et donc tout le monde en a peur. Les artistes en ont peur parce qu'ils disent, oh là là, je vais plus vendre de billets de spectacles si j'en parle. Mais en fait, il va falloir qu'on en parle. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que l'immigration est un problème? Non. Je pense que vous êtes issu aussi de l'immigration. Je suis aussi issu de l'immigration. On va pas dire que c'est un problème. Pas en soi, mais c'est ça que je veux dire. Donc on peut décomposer le problème. On peut être très cartésien, c'est le pays de Descartes. Est-ce que l'immigration est un problème? Non. Est-ce qu'une immigration non gérée, non contrôlée est un problème? Ben oui, mais pour tous les pays du monde, pas que pour la France. Quand des gens viennent, que ce soit parce qu'ils fuient la misère, que ce soit pour des raisons économiques, quelles que soient les raisons, quand ils arrivent, soit on a une méthode d'acceptation et en même temps une méthode de frein, parce que qui dit acceptation dit frein. On peut pas effectivement accepter toute la misère du monde dans tous les pays du monde, pas qu'en France. Soit on fait rien. Vous savez, moi, le premier endroit où j'ai habité quand je suis venu à Paris et j'y suis resté quand même 7 ans, c'est la Porte de la Chapelle. Donc je pense que j'étais aussi très bien placé pour voir un peu ce que ça donnait un flux migratoire non géré. Ouais. Et le problème est double, j'ai envie de dire. Il va falloir travailler sur les pays d'origine, qu'on arrête de les exploiter, qu'on arrête, alors c'est très vieux comme système, de placer des dictateurs parce que ça nous arrange et qui spoilent complètement le pays, parce que je pense que personne sur Terre n'a envie de quitter chez lui quand il est bien chez lui. On va être honnête, hein. Je veux dire, si vous êtes bien chez vous, vous partez pas pour aller habiter à la Porte de la Chapelle. Et en même temps, en Belgique, je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait tout le débat sur ce qu'ils appellent les parcours d'intégration. Ouais. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient en Belgique, il faut quand même pendant 1 an qu'il suit des cours, etc. Très vite, ça a été envoyé au visage d'extrême droite. Ouais, c'est horrible, c'est dégueulasse ce que vous faites, etc. Ils ont fini par le faire depuis quelques années. Et là, on se rend compte que les immigrés eux-mêmes sont hyper contents. Parce qu'ils arrivent, et pendant 1 an, ils n'ont pas de carte de séjour. Ils ont une carte de séjour provisoire, mais ils ne reçoivent leur carte de séjour qu'une fois qu'ils ont passé tout un processus. Apprendre la langue, ils les emmènent au théâtre, ils les emmènent voir la culture belge, ce qu'on mange. Et à la fin, quand moi je posais la question à 2-3 personnes qui l'avaient vécu, ils disaient, en fait, c'est super. Parce que du coup, on connaît le pays maintenant. On comprend les règles, on comprend tout le truc. Et il y a le fait d'avoir dit, tu suis ces cours-là, tu as un parcours d'intégration pendant 1 an, 6 mois, que sais-je. En échange, tu as une carte de séjour. Il est là le pacte social. Et ça fonctionne vraiment en Belgique, puisque je regarde ça de l'extérieur, j'ai parfois l'impression de me dire s'il y a un pays qui a plus de problèmes que nous, parfois, c'est la Belgique. Alors j'ai peut-être que la vision caricaturale de Molenbeek. Non, ils ont plus de problèmes. Mais c'est récent. Ça veut dire qu'on n'a pas encore, ils n'ont pas encore un retour sur investissement après 10 ans. Mais en tout cas, ils ont essayé de faire un truc. Après, est-ce que la Belgique est un exemple pour la France? Alors là, pas du tout. mais je me dis, ce genre de processus où on se dit, tu viens dans un pays, ok, immigration légale. Je parle pas d'immigration illégale parce que là, c'est compliqué à gérer. Tu viens dans un pays, faut apprendre à quoi ressemble ce pays. En fait, on l'a pas fait. La preuve que ça pourrait peut-être marcher, c'est qu'on n'a rien fait en fait. Depuis le début, on n'a rien fait. On a parqué des gens qui sont effectivement parqués eux-mêmes dans certains endroits, et puis on a laissé tomber. Pourquoi on n'essaierait pas un truc? Pourquoi on n'essaierait pas de faire aimer aux gens ce pays? On va essayer, Ismaël Saïdi, on continue à en parler après une courte pause sur Sud Radio. À tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité avec Ismaël Saïdi. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec Ismaël Saïdi, auteur, comédien, metteur en scène. Vous faites paraître cette semaine un nouveau livre autobiographique, Ma lasagne d'identité, c'est aux éditions Lumière. Vous expliquiez avant la pause que pour essayer de résoudre, même si ça prendra du temps, ce problème d'intégration que nous avons, il faut d'une part mettre toutes les questions sur la table, y compris celle de l'immigration. Il faut mettre en place une politique
peut l'appeler comme on veut, mais peut-être d'assimilation, en tout cas de essayer de faire aimer la France. C'est ce que vous nous expliquiez, Ismaël Saïdi. Est-ce que on s'y est pas très très mal pris? Ce que vous nous disiez aussi, on a laissé les gens finalement vivre dans leur ghetto, qui est aussi un ghetto mental. Il n'y a pas eu de parquage parce qu'en fait les gens se regroupent, mais il n'y a pas eu de politique volontariste depuis des années d'assimilation ou d'intégration. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être pire que ça, parce qu'il y a une chose que vous dénoncez finalement dans votre livre, dans vos spectacles, c'est une forme d'antiracisme qui a été au final délétère. Vous aimez pas beaucoup la victimisation, Ismaël Saïdi. Alors moi je suis entré très jeune chez les flics, j'avais 19 ans, hein. Donc j'ai eu le temps de bourlinguer, et je me rappelle la blague à l'époque, c'était les flics, on disait entre nous à l'époque, c'était nous, tant qu'il y a des voyous, on existe, donc on a peut-être besoin qu'il y ait encore des voyous pour qu'on ait du boulot. C'est le même principe. Pour certains antiracismes. L'antiracisme a besoin du racisme pour exister. Je suis désolé. Alors je suis pour toutes les associations qui luttent contre le racisme. Je lutte tous les jours contre le racisme, et je pense que sans ces associations-là, on serait mort. Donc on a besoin de lutter contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. C'est mon combat tous les jours. Mais ça ne doit pas devenir un business. Et quand je dis ça ne doit pas devenir un business, je ne reproche pas ça aux associations, encore une fois, parce qu'elles font un travail fantastique que je vois à travers la France. Je reproche ça à c'est une espèce de bruit d'ambiance, de musique d'ambiance, où on se dit que c'est ce qu'on va leur dire à ces petits jeunes-là, déjà pour les calmer, déjà, et se dire, en fait, voilà, si tu réussis pas dans la vie, en fait, parce que tu pourras pas, parce qu'en fait, finalement, dans ce pays, c'est un pays de racistes. Et déjà, pour moi, c'est criminel. C'est criminel parce que c'est criminel à l'égard de mes propres enfants, en fait. On empêche des jeunes de pouvoir évoluer. On vous sort 1 milliard. Moi, je me suis fait bouffer après une interview chez Léa Salamé à France Inter. Oui, on allait en parler, parce que vous y revenez dans votre livre. Donc Léa Salamé, vous dites, vous explique à vous que quand on s'appelle Mohamed, c'est plus difficile de trouver du travail. Et vous lui répondez, en gros, qu'est-ce que vous en savez et qu'est-ce qui vous fait dire cela, quoi? Je regrette. Hein, ce truc que je regrette, c'est de ne pas lui avoir dit à l'époque. On s'appelle Léa Salamé, ses parents viennent du Liban, et on est dans une des plus grandes radios de France, et plus tard, elle présente des émissions sur le service public. Donc en fait, ce que j'ai essayé de vouloir dire dans cette émission, et qui a très bien été compris par la majorité des gens, mais j'ai eu droit à mon petit groupe de haters, c'est qu'en fait, bien sûr que je peux vous citer plein de cas de gens pour qui ça marche pas, mais quelle que soit leur origine ou même leur orientation sexuelle. Mais en fait, on est quand même dans un pays qui a le record de mariage mixte. Donc moi, je regarde la population. La population, parce qu'on dit que la France est raciste, c'est le terme. Et donc raciste, ça veut dire du racisme systémique, et ça veut dire la population est raciste. C'est un pays qui a le record absolu de mariage mixte, c'est un pays où, je le cite, où on a des ministres qui s'appellent Rachida, Najat, Pape, où Omar Sy est une des personnalités préférées des Français, où je regarde moi à la télévision les chaînes d'infos en continu, où on voit un délégué qui représente la police qui est d'origine étrangère, une autre, enfin ça n'arrête pas. Et à chaque fois que je cite ces exemples-là, on me dit oui, mais vous citez des exemples particuliers. Alors moi je fais le tour de France, j'ai rencontré des préfets aux origines diverses, j'ai rencontré partout. Et donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument dire, c'est ça, c'est une mode, il faut dire que ce pays est raciste. Quel est le but? Je comprends pas le but. Il n'y a pas de loi raciste en France. Au contraire, il n'y a que des lois antiracistes. Il n'y a pas d'institution raciste en France. Alors, est-ce qu'il y a, et vous êtes bien placé pour le savoir et moi aussi, est-ce qu'il y a des difficultés par rapport au niveau social dont on vient? On n'a pas les bons codes. Je veux dire, je sais pas si on vient de province et qu'on veut travailler à Paris dans les médias. Évidemment. Donc, voilà. Mais tout le monde vit ça. Je veux dire, oui, et puis vous êtes gros, vous êtes ceci, vous êtes cela. Voilà. C'est la vie, à un moment donné. Et puis il y a le concept qui est très français aussi de faire partie d'une certaine famille. Par exemple, si je fais partie d'une certaine famille, je peux rentrer dans tel endroit. Mais ça n'a rien à voir avec l'origine. Oui, c'est du social. C'est des codes sociaux. Mais venir dire tout le temps aux gosses, tout le temps, on passe nos journées à leur dire que, en fait, il y a du racisme systémique dans ce pays. Mais je veux juste savoir, c'est quoi le but? Parce que si on dit ça, si c'était un pays avec de la ségrégation raciale, on pourrait dire, on se bat pour que ça s'arrête et pour mettre en place des lois contre ça. On les a déjà. Donc du coup, c'est quoi le but de dire ça? Je veux juste comprendre, c'est quoi le but de dire ça? Et j'arrive pas à comprendre. Et je voudrais juste ouvrir une parenthèse. J'ai fait tout un chapitre là-dessus dans mon bouquin à la fin, avant de demander la nationalité française. Quand je sors du studio de France Inter et que je vois les
le résultat sur Twitter, au point que moi j'ai bloqué mon Twitter, c'était trop pour moi. Je me dis peut-être qu'ils ont raison. Je vois des messages de gens qui disent ouais, il connaît rien ce Belge, il vient de ces quartiers UP de Bruxelles. Alors déjà cool, apparemment on croit que je viens des quartiers UP, donc j'ai réussi ma migration sociale. Mais je me dis peut-être qu'ils ont raison, donc je vais aller tester la France. Et je suis allé faire vous allez demander la naturalisation. Est-ce que vous avez avant ça c'est plus facile. J'ai d'abord demandé la carte de séjour. Donc je suis allé demander une carte de séjour à la préfecture de police. Je suis rentré au milieu de tous les étrangers, demander une carte de séjour. Alors j'ai pas une tête connue, les gens me connaissent pas, donc j'ai fait la queue avec tous les étrangers. Et pour une raison qui m'échappe, je le dis dans le bouquin, je suis passé dans le service Asie-Pacifique, je sais pas pourquoi. J'étais avec les Pakistanais, etc. Donc j'ai pu tester. J'ai regardé comment les fonctionnaires traitaient les gens autour de moi. J'ai passé 2-3 heures, donc je peux vous garantir que j'ai eu le temps. Pas de racisme systémique, de la gentillesse. Les gens avaient le droit de venir avec un interprète, etc., etc. De nouveau, je me fais rabrouer parce que la dame me dit mais pourquoi un Belge demande une carte de séjour? J'ai tellement insisté que je l'ai eu. Parce que la loi européenne permet à un Européen de vivre en France sans carte de séjour. Je l'ai eu. Oui, vous n'avez pas besoin en plus de carte. C'était vraiment une expérience sociologique. Après ça, je me dis, je vais faire pire. Je vais aller demander la carte vitale. La carte vitale. Et j'habite Port-de-la-Chapelle, donc Port de Clignancourt, au milieu des réfugiés. C'était le Covid, j'avais un masque, un bonnet, il pleuvait, donc on aurait dit un réfugié syrien. Eh ben, j'ai fait la queue pendant 3 heures, pas de racisme systémique, pas de rejet, de la gentillesse, des gens des interprètes. J'ai eu ma carte vitale. J'ai été aux impôts, j'ai fait tous les services. Pour être sûr que je ne me trompais pas, que peut-être il y avait du racisme systémique dans l'administration que je n'avais pas vu. J'ai fait tous ces services en tant qu'étranger. Ouais. Et avec la tête que j'ai, avant de rentrer dans ces services, ils ne pouvaient pas savoir que j'étais belge. Je ne pense pas avoir une tête de belge. Et je ne l'ai jamais vécu. Alors vous allez me dire, c'est un cas personnel. Mais c'est mon cas. J'ai fait les tests. Je peux répondre. Si demain Léa Salamé me réinvite, je pourrais dire, moi j'ai fait tous vos services. Et en fait, il y a personne qui m'a rejeté. Et même la naturalisation, ça c'est... Ouais, même chose. J'ai fait le même dossier que tout le monde. Je suis rentré dans un service où plein de gens demandaient la nationalité française et où les gens étaient hyper sympas, hyper gentils. Et encore une fois, masque, c'était pas dans le Covid. Donc ils voyaient pas ma tête. On vous pose des questions. On vous traite gentiment. On vous traite avec respect. Je sais pas. En fait, alors dites-moi où est-ce qu'on peut le voir. Je me suis fait contrôler plein de fois par la police en prenant le train, etc. Puis j'ai jamais un flic qui m'a engueulé, qui m'a insulté. Alors je dis pas que ça n'existe pas. Hein. Ça existe comme partout, mais c'est peut-être pas. Effectivement, c'est peut-être pas systémique. Enfin, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de le rappeler de temps en temps. Votre livre et votre discours est souvent intéressant parce que vous dites effectivement arrêtons d'essentialiser le racisme, de jeter l'opprobre sur tout un peuple, le peuple français. Et vous dites aussi que le racisme existe partout, dans toutes les communautés. Que vous-même, vous le reconnaissez, quand vous étiez jeune, le blanc, vous le perceviez comme un ennemi. Oui, c'était l'autre, bien sûr. Le blanc, le mécréant, appelez ça comme vous voulez. Et ça existe encore aujourd'hui, bien sûr. Alors, on parle beaucoup de racisme anti-blanc. Ouais, ça existe pas, parce qu'en fait, apparemment, il y a que le blanc qui est raciste, donc du coup, ça peut pas exister. Mais pour moi, le racisme, c'est dès que vous considérez que quelqu'un est inférieur à vous, ou qu'il est pas assez bien pour vous. Le racisme existe partout. Le racisme existe le racisme entre les Maghrébins et les Noirs. On en parle ou pas? Ou ça existe pas, ce truc? On regarde ce qui se passe en Tunisie, là, ou au Maroc, ou en Algérie. Le racisme, c'est une saloperie, excusez la vulgarité, de l'être humain, qui existe partout. Donc, à un moment donné, c'est un peu trop facile. Moi, je regarde parfois les débats à la télé et je suis fasciné quand on parle, par exemple, de l'esclavage. Et qu'on parle de l'Europe, bien sûr, et la France, etc. Alors moi, en plus, j'ai découvert récemment que j'étais arrière-petit-fils d'esclave, mais de l'esclavage arabo-musulman. On les oublie, ceux-là, en fait. Eux, ils nous ont jamais géré ce truc-là. Donc, l'idée, c'est de pas de dire, le but, c'est de pas dire que ça n'a pas existé. Le but, c'est de dire que c'est l'humain. L'humain fait ça partout. L'humain a un problème avec ça. L'humain a un problème avec l'altérité. L'humain a un problème avec la différence. Mais quand on analyse les textes de loi en France, la Constitution française, quand on regarde ce qui se passe, on est quand même bien lotis. Il y a quand même des choses qui sont mises en place pour qu'on y arrive. Donc, allons-y en fait, creusons pour y arriver, mais arrêtons avec ce débat qui ne sert strictement à rien. Et maintenant, ce qui est assez fascinant, c'est que la plupart des gens sur les réseaux sociaux qui parlent de racisme systémique, c'est souvent des gens qui ont des super belles places en fait. Si vous analysez un peu, ce sont des gens qui sont journalistes. C'est ce que vous expliquez, professionnel de l'antiracisme. Je vous dis, moi j'aimerais bien que quelqu'un qui l'a vraiment vécu toute la journée, qui a pas un poste important, puisse me dire, mais moi je l'ai vécu, c'est compliqué pour moi. Et encore une fois, je le répète, parce que je sais ce qui va arriver après cette émission, je le répète, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que ça existe, mais je ne crois pas
à l'opprobre qu'on jette sur tout le monde. Il n'y a pas de racisme systémique. Il y a du racisme qu'on peut appeler parfois structurel, parce que dans une société, on s'est habitué. Et ça peut être de l'homophobie aussi. Ça peut être de la misogynie. Ça peut être de l'antisémitisme aussi. Vous avez eu le courage de le dénoncer. Pour le coup, au moment du 7 octobre, vous avez dénoncé une forme d'antisémitisme structurel dans l'islam, disons les choses clairement. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les musulmans, évidemment, sont antisémites, mais pour le coup, il y a un problème important dans la communauté musulmane. Pourquoi avoir ressenti le besoin de faire ce texte et de dire les choses ? Alors déjà parce que l'antisémitisme c'est un strike. Je veux dire, tout le monde est d'accord pour être antisémite. Je veux dire, à ce moment-là, c'est le strike absolu. Et je n'ai pas parlé d'antisémitisme dans l'islam parce que les mots ont leur importance. Je n'ai pas d'antisémitisme au sein des communautés musulmanes. Parce que n'importe quel historien qui analyse le Coran pourra vous expliquer pourquoi on retrouve tous ces éléments-là. On ne va pas refaire. Oui, comme on peut retrouver dans d'autres textes sacrés des éléments Par contre, certaines communautés musulmanes ou certaines personnes au sein des communautés musulmanes vont utiliser ces textes-là pour justifier un antisémitisme, en fait, qui est là, qui est latent. Et ce qui est fascinant, c'est que du coup, il s'est additionné à un antisémitisme européen qui existait déjà, il s'est imbriqué en son sein, et on a créé un nouvel antisémitisme. On a rajouté à ça la problématique Israël-Palestine, et en fait, aujourd'hui, taper sur les juifs, c'est cool. Alors, on a trouvé un nouveau terme pour ça, parce que c'est pas très très cool, il y a eu plein de films qui nous ont montré. L'antisionisme. Voilà. On en parle après une courte pause, Ismaël Saïdi. Je suis désolé de vous couper dans votre... Il n'y a pas de souci. Ça fait un peu de teasing, malheureusement, sur un sujet sérieux. On se retrouve pour terminer cette conversation. C'est la dernière partie dans Toute Vérité. À tout de suite avec Ismaël Saïdi. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Ismaël Saïdi qui nous parle de son nouveau livre Malazane d'identité, c'est aux éditions Lumière. On va parler également de son spectacle Jérusalem qui va être joué fin juin et tout le mois de juillet, je crois, à Avignon. On parlait avant la pause, avant de parler de Jérusalem, de la question de l'antisémitisme des banlieues, de l'antisémitisme des communautés musulmanes. Je vous ai interrompu, vous nous expliquez un peu d'où il venait et comment il prenait le faux nez de l'antisionisme. Moi, je passe mon temps à demander à des ados ce que ça veut dire antisionisme déjà. Alors déjà, je leur demande de me situer Israël sur la carte, et là, on l'a déjà foutu. Mais en fait, c'est quoi l'antisionisme ? C'est assez fascinant quand même. C'est quoi ? Parce qu'alors, on vous sort tout, Oui, je suis contre la politique de machin. Mais en fait, au départ, le sionisme, c'est quoi ? C'est cette idéologie, appelez ça comme vous voulez, que le peuple juif peut avoir une terre quelque part et de préférence dans cet endroit-là du monde, à savoir la région qu'on va appeler Israël là aujourd'hui. Du coup, tous les juifs sont sionistes, quasi. On va être, moi, tous les juifs que je connais sont sionistes. Donc finalement, venir me dire que je suis antisioniste, il n'y a rien à faire. Il y a un petit glissement qui te pousse tout doucement vers l'antisémitisme. On le sait. On va arrêter avec ces discours de faux intellectuels. On sait que c'est une manière détournée de dire antisémitisme. C'est une manière détournée de le faire, en fait. De dire qu'on ne veut pas d'État juif. Ouais, voilà, exactement, en fait. Et d'oublier l'histoire et d'effacer l'histoire et de... Bien sûr qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza est une horreur absolue. Et je le dis et je le répète, je pense que le gouvernement israélien aura des comptes à rendre à un moment donné. Et encore une fois, le peuple israélien a déjà prouvé par le passé qu'ils sont capables d'envoyer leur propre président en prison. Ils l'ont déjà fait. Donc un jour ou l'autre, ce gouvernement qui commet des crimes là à Gaza devra rendre des comptes. Mais cette séquence de tous ces crimes commis à Gaza, même s'ils sont injustifiables, a commencé avec le 7 octobre. Où une bande de sauvages, de terroristes a kidnappé, tué, violé des gens. Et donc, venir me dire aujourd'hui, moi je suis pas antisémite, je suis antisioniste, qu'est-ce que ça veut dire ? Allons jusqu'au bout. Moi j'aime bien aller, je suis très naïf. Allons au bout du raisonnement, ça veut dire quoi ? Si moi demain je vous dis je suis antisioniste, je veux quoi ? Qu'est-ce que je veux, en fait ? Et c'est de l'antisionisme que les juifs doivent se cacher à Paris. C'est de l'antisionisme que des juifs n'osent plus mettre leur prénom ou leur nom sur Uber. C'est de l'antisionisme que des juifs cachent leur mezouza. On a un réel problème. Et en fait, l'antisémitisme, c'est pour ça que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps. Se cache, revient. Se cache, revient. C'est comme ça, en fait. Tant qu'on ne travaille pas sur la racine et sur la problématique. Donc, pour moi, aujourd'hui, dire je suis antisioniste,
comme diraient les Belges, c'est une vaste blague en fait. Et la racine de tout ça, qu'est-ce que c'est justement? Est-ce que vous l'avez vu monter quand vous avez grandi en banlieue? Vous avez parlé tout à l'heure du racisme anti-blanc. L'antisémitisme a toujours été là. Moi, je l'ai jamais vu disparaître. Donc rien à voir avec le 7 octobre. Non, il était là avant. Et rien à voir. J'ai envie de vous dire, rien à voir avec Israël. Il était là avant. Israël a juste rajouté une petite couche pour donner un côté géopolitique au problème, etc. Mais il a toujours été là. Et c'est d'ailleurs parce que je travaille sur ce sujet-là que j'ai eu envie d'écrire Jérusalem il y a 2 ans. Parlons-en, Jérusalem, votre nouvelle pièce. Décidément, vous aimez les problèmes. Vous Djihad la dernière fois, maintenant Jérusalem. Et c'était il y a 2 ans. C'était avant que tout. Vous allez voir à quel point je suis un poisseux, moi. Parce qu'en fait, avant que tout ça, j'allais dire que tout ça commence, mais vous l'avez rappelé, ça fait bien longtemps que ça a commencé. Djihad, c'était bien avant les attentats, et donc Djihad a été suivi de GN et puis de Eden qui a clôturé le cycle. Et je me dis, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'écrire une pièce sur une problématique qui n'est pas dans l'actualité, qui peut me permettre d'en parler tranquillement. Et donc je propose ça au Théâtre de Liège il y a 2 ans. J'ai écrit Jérusalem, qui raconte l'histoire d'un Palestinien qui doit remettre les clés de sa maison à une juive canadienne, parce qu'elle a prouvé que la maison lui appartenait avant 48, et il se passe un truc bizarre, c'est qu'ils sont tous les deux possédés, lui par l'âme de son grand-père, elle par l'âme de sa grand-mère, et grâce à ça on va traverser toute la Shoah, toute l'histoire de la Shoah, tout ce qui s'est passé avant, de 39 jusqu'à l'arrivée de la grand-mère en Palestine et son départ après au Canada, et on va vivre la Nakba aussi. Et donc l'idée de la paix, c'est de parler des douleurs, parce que je pense qu'il faut écouter la douleur de l'autre, sans la juger. Donc, des deux côtés d'ailleurs. Des 2 côtés, c'est 2 douleurs qu'on écoute, on ne juge pas. Je propose ça au Théâtre de Liège qui me dit génial, bingo, effectivement, on parle plus beaucoup trop d'Israël, Palestine, donc on le fait. Et puis il y a le 7 octobre. Et moi j'appelle le théâtre pour dire à ce qu'on annule, parce que je sais pas ce qui va se passer. On garde quand même le spectacle, on le crée début avril et on est sold out 2 fois par jour. Et je me rends compte avec les scolaires qu'on a fait et les tout publics, comme il y avait un débat après, qu'on a pu parler de ça. Que la méconnaissance, elle est totale sur cette région du monde. Que quand vous parlez à des jeunes ou même des adultes de l'Empire ottoman, du mandat britannique, du fait qu'il y avait quand même déjà des juifs avant, de tout ça, ils savent pas de quoi vous parlez. Beaucoup de gens ont l'impression qu'il y avait un pays qui s'appelait Palestine, avec les mêmes frontières qu'aujourd'hui, avec que des Arabes, et que des juifs de Pologne sont arrivés, leur ont botté les fesses et ont pris le pays. Ben, c'est pas ça qui s'est passé. C'est un peu plus compliqué que ça. Exactement. Et remettre de l'histoire dans une pièce qui est drôle et qui en même temps est triste, ça me permet de parler de la Shoah, parce que c'est très compliqué d'en parler avec des jeunes. Et grâce à cette pièce, j'arrive à le faire. Ça me permet de parler de la Nakba aussi, et de reconnaître une autre douleur. Du coup, ça m'a permis vraiment de parler de ces sujets-là. Au théâtre, il y a quand même un espace où les gens sont obligés d'attendre pendant 1h15 ou 1h20. Et de souligner le fait qu'encore une fois, toute forme de racisme est une honte, est une opprobre, et il faut lutter contre ça. L'antisémitisme a ceci de particulier, qu'en fait, ça n'arrête jamais. En fait, ça revient tout le temps, pour différentes raisons. Et c'est Delphine Orwiller qui disait que le racisme, c'est reprocher à quelqu'un de ne pas avoir ce que vous avez, d'être inférieur, alors que l'antisémitisme, c'est reprocher à quelqu'un d'avoir plus que vous, en fait, finalement. Et je pense qu'il y a ça. Je pense vraiment qu'il y a ça, et je pense que c'est important aujourd'hui. Dans un pays comme la France, qui a une énorme communauté musulmane et qui a une énorme communauté juive, et qui, de par sa laïcité, permet à tout le monde de vivre ensemble, de trouver des outils, dans mon cas, moi, artistiques, pour essayer de recoudre le tissu social. C'est tout ce que je sais faire, moi, c'est de l'art. Donc j'essaye de le faire avec ça, quoi. Vous avez évoqué la laïcité dans votre livre. Vous expliquez que vous arrivez à jongler avec votre identité musulmane, même votre identité chrétienne, judéo-chrétienne. Vous vous sentez en partie ou même complètement d'ailleurs de culture chrétienne, en même temps que de culture. Ah oui, vous avez vu, j'ai répondu avant même que vous finissiez la phrase, tellement c'est 8 ans de catéchisme. J'ai fait les églises tous les mercredis, moi. J'avais une Bible à la maison. C'est ma vie, en fait. Donc à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je fasse semblant? Je passe devant une église, je vibre, j'ai envie de rentrer. Je rentre, je m'assois, je me revois en fond de cœur là devant. Ça fait partie de ma vie. On fait quoi? On efface? On fait semblant? Ben non, ça fait partie de ma vie. Et c'est parce que, même si la Belgique n'est pas laïque, est un pays neutre. Ce que j'allais vous dire, c'est la laïcité qui vous permet de conjuguer tout ça? Bien sûr, dans un pays qui n'aurait qu'une seule religion, prenons l'islam, je pourrais pas dire ça, je pourrais pas faire ça, j'aurais peut-être pas connu ça, en fait. Finalement, Gad Elmaleh, d'ailleurs, dans son dernier film, le disait très bien. En tant que Marocain juif, lui qui a grandi au Maroc, il disait que lui, il avait pas le droit de rentrer dans une église. Et qu'il a vu la Vierge Marie en trouvant la porte, et qu'il a vécu cette espèce d'amour charnel qu'il a avec l'église catholique, qu'il assume maintenant, et que je trouve super beau. Mais
il ne pouvait pas le faire. Alors que moi, j'ai eu la chance, en grandissant dans un pays, même s'il n'est pas laïque et neutre, la Belgique, mais on peut dire que ça ressemble à la laïcité à la française, ben, c'est parce que j'ai grandi dans un pays où je pouvais être les deux que j'ai pu découvrir ça. Vous avez dit que ça ressemblait à la laïcité à la française, mais je me demandais, j'allais vous poser la question, est-ce que c'est aussi la laïcité à la française qui vous a attiré chez nous? Oui. Et est-ce que la Belgique, justement, est peut-être en panne de modèle là-dessus? J'ai l'impression que c'est encore plus compliqué que chez nous. Je pense au film qui est sorti récemment, dont le titre m'échappe. Ça s'appelait Un esprit libre, notamment sur cette professeure qui est confrontée à la montée de l'intégrisme dans sa classe. C'était pour voilà, si vous aviez à comparer les deux modèles, qu'est-ce que l'un et l'autre vous a appris? Alors oui, c'est Loublin Azabal, je crois, qui joue dans le film. C'est très beau rôle. J'avais pas de notes là, mais j'ai beaucoup aimé le film. Et je crois qu'il s'appelle Amal. Voilà, Amal, un esprit libre, tout à fait. Exactement. Moi, je pense, et là, c'est un nouveau français qui le dit, mais je pense qu'on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais je pense que le système français fonctionne. Alors, bien sûr, il est cabossé, bien sûr qu'il y a des choses à revoir, mais il fonctionne. Le problème qu'on a eu en Belgique, et c'est pour ça qu'on a eu ces problématiques de Molenbeek, etc., c'est que c'est un pays qui a le communautarisme chevillé au corps. Il y a déjà deux communautés à la base. Il y a les flamands et les francophones. Donc c'est chevillé au corps. Ça veut dire qu'il y a un petit côté à l'anglo-saxonne. Et d'ailleurs, quand on était petit et même ado, on nous vantait les mérites du système anglo-saxon où les communautés peuvent faire ce qu'elles veulent. Moi, les rares fois, je suis allé très souvent aux États-Unis, mais plus rarement en Grande-Bretagne. À chaque fois, j'ai été choqué par ce communautarisme-là. Parce qu'au final, on vous dit, vous avez le droit d'être ce que vous voulez, mais sortez pas de là. Le système français est quand même un système qui tend vers l'universalisme, qui tend vers le fait de dire, à partir du moment où la seule chose qui importe, c'est que vous et moi, on a en commun notre citoyenneté. Nous sommes citoyens français. Le reste, on s'en fout dans l'absolu. Ça marche. C'est une grande liberté, en fait. Moi, c'est une liberté absolue. On ne s'en rend pas compte, en fait. Et je vous dis, les ados, même les plus vieux, c'est quand ils voyagent que la France leur manque. Très souvent, c'est le cas. C'est vraiment quand ils me le disent. C'est quand ils voyagent que la France leur manque. Parce qu'il y a ça. Alors oui, c'est parfois un peu détruit. Oui, c'est parfois un peu brisé. Oui, on a encore du boulot devant nous. Mais ça marche. Je vous le garantis, ça marche. Vous savez, avec Djihad, moi j'ai rencontré 2 200 000 personnes maintenant, dont 1 200 000 ados. On peut dire que c'est quand même pas mal, franchement. Ouais, ça marche. Ça marche, en fait. Même au fin fond des prisons, ça marche. Même au fin fond des prisons, il y a des détenus qui vous disent « Non, mais en fait, c'est bien que ce pays soit laïque. » Donc ça marche, en fait. Merci Ismaël Saïdi. C'était passionnant. On rappelle aussi que vous avez du talent pour faire rire de sujets sérieux. Donc il faut aller voir les pièces d'Ismaël Saïdi, lire ses livres. On était ravis de vous recevoir sur ce plateau. Je vous laisse avec les informations et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.